Pour les apprenants et apprenantes à Bamako, je vous présente Laure, qui est donc CEO de Play My Tech et qui va sûrement parler de ce que fait Play My Tech aujourd'hui. Et donc, il va peut-être aborder la blockchain et les crypto-monnaies d'une façon un peu différente jusqu'ici, puisque bon, Laure, rapidement, elle a vécu aux États-Unis, en Éthiopie et dans des milieux d'artistes parisiens. Elle est entrepreneuse et de formation en philosophie et donc passionnée d'innovation technologique, tout ça qui est en lien avec donc Play My Tech et qui aujourd'hui va vous parler pour ce quatrième épisode de Crypto Master at Kabaku. Voilà, approcher le sujet différemment par rapport à ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc voilà, je te laisse la parole, Laure. Et tu vois bien la salle, donc parfois ils peuvent lever la main. Enfin, on essaye de faire au mieux pour que ce soit interactif malgré la distance et le virtuel. Donc je te laisse la parole et bonne session à tout le monde. Voilà, bonsoir. Donc, vous me donnez le go pour dire bonjour à tout le monde. Est-ce qu'on est déjà on? Merci beaucoup, Leïla, pour l'introduction qui est parfaite, qui est très judicieuse et juste. Et effectivement, du coup, je vais plutôt être avec un regard peut-être plus philosophique et puis une compétence ajoutée que j'aime, et du coup, ça ne va pas pouvoir être démontré là. C'est en pédagogie alternative. Je suis très impliquée à titre de maman, à titre personnel, dans des méthodes pédagogiques alternatives. Et c'est comme ça que, du coup, l'objet, en fait, le produit d'appel de Play My Tech, c'est des ateliers où j'explique comment fonctionne la technologie blockchain avec des Lego. En fait, je fais jouer les gens au Lego et en jouant, ils représentent des vrais processus technologiques qui ont lieu sur des blockchains. Du coup, ça, on va perdre cette voilà, capacité d'interagir comme ça puisqu'on n'est pas dans la même salle et je n'ai pas sorti mes Lego. Voilà, mais en gros, le principe de Play My Tech, c'est de pouvoir servir de pont entre des personnes qui sont de compétences techniques sur la blockchain et sur d'ailleurs le développement en général, des architectes informatiques, etc., et des personnes qui sont métiers, des personnes qui ont des compétences business ou des personnes qui ont des compétences métiers. Par exemple, ça pourrait être des médecins, littéralement des chercheurs médicaux utilisent des solutions blockchain. Aujourd'hui, il y a des solutions blockchain qui sont en train d'être utilisées dans énormément d'industries différentes, etc., pour beaucoup de choses. Je pense que dans d'autres masterclass, vous allez avoir un panel, en fait, de, de possibles cas d'usage. Il y en a tout simplement, vu que vous êtes étudiant, il y en a sur la certification des diplômes. Une start-up française qui s'appelle BC Diploma certifie les diplômes et les enregistre sur une blockchain, ce qui facilite, du coup, ça permet de lutter contre la fraude au diplôme et ça facilite énormément la capacité des gens à montrer qu'ils ont effectivement suivi telle ou telle formation dans telle ou telle structure. Voilà, c'est un cas d'usage et il y en a beaucoup d'autres. Donc, je n'ai pas trop parlé des cas d'usage industriels spécifiques, etc. Mais je voulais vraiment plus poser des questions et en fait choquer un peu et donner envie de réfléchir, donner envie de vous poser, vous, des questions, de savoir euh, quelles sont les valeurs éthiques et quelles sont les valeurs économiques sur lesquelles vous voulez aller dans une perspective de développer ou d'utiliser ou pas des blockchains et d'utiliser ou pas des crypto-monnaies, par exemple. Sur quoi ça repose, en fait? Parce qu'il y a effectivement, je ne sais pas sur le Mali, mais en tout cas sur la France, on a tout le temps une présence médiatique qui est uniquement liée au cours du Bitcoin. C'est ah, il y a des gens qui deviennent hyper riches, alors ouais, c'est génial. Ou alors, ouais, il y a des gens qui deviennent hyper riches, alors c'est nul, c'est mal, c'est pas bien, ils ne travaillent pas et ils gagnent 10 fois leur mise. Et donc, cette couverture médiatique, en fait, elle donne quasiment aucune véritable idée du travail qui existe, du nombre d'entreprises qui sont en train de développer des solutions diverses et variées qui ont trait aux crypto-monnaies ou qui n'ont pas trait aux crypto-monnaies, parce qu'il y a des usages complètement différents, de tout ça qui est en train de se développer et aussi des investissements. C'est-à-dire que pour qu'un écosystème technologique et une technologie se développe,
il faut qu'il y ait des gens qui maîtrisent la technique. Donc, il faut qu'il y ait des gens comme vous qui se forment et qui aient un intérêt aussi bien intellectuel sur les questions des challenges technologiques et également sur les challenges business et les opportunités business qu'il y a. Il faut qu'il y ait des gens donc, qui se forment et il faut aussi qu'il y ait de l'argent qui rentre. S'il n'y a pas d'investisseurs, s'il n'y a pas de fonds d'investissement ou s'il n'y a pas d'autres formes d'influx qui peuvent être des fois étatiques, dans certains États, par exemple l'Estonie, ça vraiment est devenu une crypto-nation, etc., a beaucoup investi au niveau de l'État pour utiliser des blockchains pour certifier les documents et les titres d'identité, etc. Voilà, s'il n'y a pas comme ça un flux d'argent, c'est compliqué d'avoir un écosystème vivant. Dans la blockchain, il y a donc un flux d'argent qui s'est fait en direct par des investisseurs qui ont investi dans des startups avec des produits tels ou tels, mais il y a aussi un flux d'argent qui s'est fait par les personnes qui ont acheté des crypto-monnaies. Et voilà, c'est deux façons comme, en fait, au départ, comment on explique les crypto-monnaies, c'est un peu une forme de crowdfunding. C'est une forme de comment on crée un collectif, un mouvement collectif qui va apporter de l'argent pour un développement d'une technologie innovante. Donc, comment on trouve des gens qui vont croire dans le potentiel de la technologie et des gens qui vont faire confiance pour pouvoir propulser en fait le travail et financer le travail. Donc voilà. Donc, en gros, c'est les deux mouvements principaux qui ont eu voilà. Et donc bon, enfin j'ai un peu perdu mon fil sur cette question de voilà comment on fait rentrer de l'argent et comment on fait rentrer des connaissances et comment on rassemble les deux pour créer les choses. Est-ce que vous en êtes où dans votre parcours? Est-ce que vous voulez me faire un retour, même en chattant, par exemple, tout simplement en me mettant dans le chat si vous ne voulez pas parler? Est-ce que vous êtes vraiment déterminé à vous former sur la blockchain? Et quel aspect? Techno, business? Qu'est-ce qui vous attire? Puisqu'en fait, si vous répondez tous, on va se rendre compte qu'il y a des centres d'intérêt tout à fait différents et ils peuvent être éventuellement tous légitimes. Il y a des gens qui sont dans les milieux blockchain, c'est des milieux très diversifiés aujourd'hui, qui sont internationaux, multiculturels et qui incluent des gens qui sont là pour faire de l'argent, juste pour trader, je veux gagner beaucoup d'argent et tout, donc je vais me former là-dessus. Il y a des gens qui sont là pour l'employabilité, donc pour se former sur la technique, pour viser des postes salariés de développeurs, etc., etc. Et il y a des gens qui sont là pour quasiment la politique économique. Je veux dire, il y a des gens qui sont là pour faire une révolution, pour apporter à leur pays des solutions, en particulier au niveau monétaire, qui sont tout à fait différentes des systèmes financiers existants aujourd'hui. Je n'ai pas en tête exactement la situation du Mali, mais ce que j'ai connu moi en Éthiopie, c'était une monnaie qui n'était pas très forte. La vraie monnaie, c'était, et encore, donc ça s'est beaucoup amélioré puisque j'étais en Éthiopie en fait en 2002, de 2002 à 2004. Le birr était sans arrêt, en fait, il y avait de l'inflation et sans arrêt, le birr était dévalué par rapport au dollar. Et la monnaie, on va dire, sérieuse pour les gros deals, c'était le dollar. Donc là, si vous voulez me faire un petit retour là dans le chat, je veux bien savoir où vous en êtes, quel type de santé monétaire vous avez aujourd'hui au Mali. Ça fonctionne comment? Est-ce que votre monnaie nationale, elle tient la route? Est-ce qu'il y a beaucoup d'inflation? Est-ce que les gens s'en méfient un peu et du coup, c'est le dollar qui règne? Ou est-ce que vous avez aussi beaucoup d'intrants chinois au Mali, comme c'est le cas en Éthiopie maintenant, et que du coup, vous utilisez aussi le yuan? Bonjour. Bonjour. Au fait, pour un début, moi, j'aimerais le pratiquer d'abord en utilisant comme un banque, au fait, en faisant des achats, en stockant mon argent, en faisant des achats avec, puisque j'ai entendu plusieurs choses positives et négatives. Comme ça, je pourrais avoir mon propre avis sur la chose.
et après, je pourrais l'utiliser comme un business plus tard. D'accord. Donc d'abord comme monnaie d'échange en fait, et puis comme réserve de valeur aussi. C'est-à-dire pour se dire, OK, je garde une partie de mon argent comme ça, je fais des économies qui sont sur une blockchain, du coup, pas dans le système financier qu'on a. Et est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir aussi? Oui, c'est juste pour répondre à la question sur la monnaie. Ouais. On peut dire que le CFA est plutôt stable. Bon, ça varie un peu souvent par rapport au dollar, mais il y a un taux d'échange fixe avec l'euro, en fait. Ah oui, puisque c'est le CFA, je n'avais pas calculé qu'effectivement vous étiez en fait en franc CFA. D'accord, j'avais pas fait attention. Ouais. Ok, donc effectivement vous êtes stabilisé par rapport à l'euro, donc c'est plutôt mieux, on va dire, que des monnaies qui sont vraiment très dépendantes du dollar, puisqu'en fait le dollar est en train de se dévaluer. Enfin, il a déjà perdu pas mal depuis quelques années, et du coup l'euro se portait mieux. Alors, un petit chiffre qui fait très peur. Mais je vais quand même, voilà, il faut se rendre compte qu'en 2020, vous imaginez donc la masse monétaire, donc tous les dollars qui existent, imprimés ou digitaux, en fait, tous les dollars qui sont considérés comme stockés quelque part ou utilisés ou échangés quelque part, 25% des dollars existants aujourd'hui ont été créés en 2020. Donc ça veut dire qu'il y a eu un bond de la masse monétaire en dollars de 25%. C'est un truc énorme. En gros, concrètement, voilà, c'est un truc assez insensé. C'est-à-dire que ça correspond à la logique de dire on a de l'encre, on a du papier, c'est bon, pas de problème, on va imprimer des billets. En fait, normalement, la monnaie, elle repose sur une certaine valeur. Elle repose sur soit des valeurs de réserve, soit une santé économique, soit… Il y a quand même des conditions pour augmenter la masse monétaire, habituellement, et plus ou moins suivies, plus ou moins raisonnables. Là, la seule condition, ça a été « oulala, ralentissement économique, oulala, on ne sait pas comment gérer, on va donc imprimer des billets ». C'est un vrai risque. Il y a un vrai risque d'inflation galopante. Ça a déjà commencé. Et pour parler du dollar, c'est donc 25% d'augmentation. Et aujourd'hui, dans tous les euros qui existent, c'est 30% des euros qui existent aujourd'hui qui ont été imprimés, ou créés en 2020. Donc c'est un truc, on n'a jamais vu ça en fait dans les dernières années. Je pense que si j'avais plus de culture sur d'autres empires, d'autres civilisations, j'aurais peut-être connaissance de ça. En tout cas, depuis que je suis vivante, ça n'a pas existé qu'en une année, la masse monétaire d'un pays développé fasse un bond de 25 ou 30%. Donc le risque concret, c'est qu'effectivement, du coup, oui, il y a plein de dollars, oui, on en a, mais finalement, avec 100 dollars, un jour, on peut acheter un vélo et le lendemain, on peut acheter une chambre à air, quoi. Et le vélo, il faudra en mettre 1000 des dollars et non plus 100. Donc, qu'il y ait une grande inflation, donc une grande augmentation du prix des choses, parce que la monnaie est dévaluée. La monnaie n'a plus autant de confiance et ne repose plus autant sur des choses solides. Donc ça, c'est voilà, le risque actuel. Du coup, les crypto-monnaies, ça fait haut, bas, ça secoue dans tous les sens. Des fois, ça disparaît, c'est de 80% qui s'envolent, etc., etc. Mais en tout cas, pour par exemple le Bitcoin, qui a un fonctionnement très spécifique, qui est connu, qui est contrôlé par personne, il n'y a pas juste quelqu'un qui peut dire « Ah tiens, allez, on va imprimer un peu de Bitcoin là. » Ça manquait quand même, vu qu'ils ont imprimé 25% des dollars et 30% des euros. Allez, soyons fous, on va imprimer 30% des Bitcoins. Ce n'est pas possible, puisque du coup, c'est codé et il n'y a pas d'instance de contrôle. C'est un réseau décentralisé, un nombre de personnes dans le monde qui sont d'accord pour fonctionner selon un certain protocole et utiliser le protocole. Et c'est pour ça qu'il y a une newsletter en français que vous connaissez peut-être, qui s'appelle 21 millions. 21 millions, c'est Grégory Raymond qui a dit 21 millions. C'est 21 millions. Le nombre de bitcoins qui va exister, il est de 21 millions. Et donc, ce n'est pas une monnaie inflationniste, c'est une monnaie déflationniste. C'est-à-dire qu'il va y avoir de moins en moins de bitcoins qui sont créés,
Et donc, la valeur de chaque Bitcoin, de chaque morceau de Bitcoin va augmenter. On n'a pas, pour ce qui est du Bitcoin, de perspective, sauf n'importe où et n'importe quoi. Enfin, il peut toujours se passer quelque chose. Mais je veux dire, il faudrait une vraie énorme catastrophe dans le système de fonctionnement normal du Bitcoin. Il est prévu, il est codé pour augmenter en valeur. Contrairement par exemple, le dollar, il me semble que c'est depuis la création du dollar, donc depuis 1700 quelque chose, depuis, je crois que c'est 2 siècles, hein, mais si ça se trouve, c'est moins. Depuis la création du dollar, chaque dollar a perdu 99% de sa valeur. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que sans arrêt, un dollar achetait moins de choses sur une centaine d'années. Le Bitcoin est prévu pour fonctionner dans l'autre sens. C'est pour ça que c'est considéré par les jeunes, enfin par un certain nombre de personnes, mais en particulier les jeunes et en particulier les personnes qui vivent dans des pays où les systèmes monétaires ne sont pas très sains ou qui eux-mêmes n'ont pas d'accès aux banques, voilà, qui sont non bancarisés. Le Bitcoin est considéré aujourd'hui, et à mon avis, à très juste titre, comme une réserve de valeur solide, sérieuse, qui permet de... Voilà, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit, il tradait, etc., etc. Je lui ai dit, oui, mais ça, c'est pas ta retraite. Ta retraite, c'est le Bitcoin. Il m'a dit, ah non, moi, c'est l'immobilier. Je lui ai dit, ah, attention, s'il y a un crash monétaire énorme, l'immobilier, c'est pareil. On pourrait avoir un château qui vaut 2 millions. S'il n'y a aucune personne qui est capable d'acheter le château ou même de louer le château à 2 millions, l'immobilier perd de sa valeur. Quand il est inoccupé, il perd de sa valeur. Il se dégrade, il se détruit. Donc, alors que le Bitcoin, il a un code qui est fait pour augmenter en valeur. Voilà. Donc ça, c'est les fondamentaux en fait de la révolution Bitcoin. Ça, c'est une spécificité du Bitcoin. Pour chaque crypto-monnaie, il y a des types de fonctionnement qui sont différents. Donc, si vous vous intéressez à plusieurs blockchains et plusieurs crypto-monnaies, il faut aller en profondeur dans chacune. Il faut comprendre chacune. Il y a des effets qui sont complètement de bluff. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, c'est Shiba Coin ou Shiba Inu Coin ou des trucs comme ça. Il y a eu une crypto qui est une grosse blague, qui ne repose sur rien, qui est juste un clone, un copier-coller de code. Mais il y a eu un mouvement de hype, en fait, de mode, où tout à coup, boum, 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 le fait de trader, d'avoir une espèce de... en fait, de s'appuyer sur l'avidité. C'est comme tout, à partir du moment où on appuie sur tous vos boutons, vous voyez des pubs Coca-Cola où tous les gens, ils s'éclatent, ils sont que avec leurs amis, ils sont tous hyper en bonne santé et tout, ils font la fête, ils sont sains et ils boivent du Coca. Bon, bah, ça vous donne envie d'acheter du Coca, hein. Je veux dire, voilà. Il se passe la même chose parfois pour certains projets crypto-monnaies qui ne sont quasiment pas des projets, qui sont des grosses blagues, où il y a un côté ouah, tu te rends compte, j'ai multiplié mon 1 dollar par 1000 et j'ai gagné 1000 dollars en investissant 1 dollar. C'est génial ce truc. Alors voilà, tout le monde pigeonne, se fait pigeonner, achète et tout. Le truc, il vaut rien en fait. Ça retombe comme un soufflet, quoi. Donc, soyez vigilants. Dans la blockchain, comme dans tout, il y a des effets de mode qui reposent sur rien. Il n'y a pas de techno, il n'y a pas d'équipe, il y a juste un effet de mode. Et en fait, quand vous entendez parler de l'effet de mode partout parce que ça a fait x1000, c'est surtout le moment où il ne faut pas acheter. Si jamais on vous en a donné, vendez-les. Vous voyez, il faut avoir un peu une logique quand il y a tellement d'avidité qui est déclenchée en nous, il faut se méfier beaucoup de ça. C'est quand on est dans cette position émotionnelle qu'on est bloqué, quoi. Et qu'on va prendre des décisions stupides. Donc, si tu voulais... c'était quoi ton prénom qui a parlé en premier? Mariam. Maria. Maria ou Mariam? Mariam, ok. Mariam. Ok, Mariam. Donc, Mariam, si effectivement ton intention, c'est d'utiliser d'abord les cryptos pour des transactions et pour garder de l'argent de côté qui va être un peu en sécurité, ça vaut le coup de vraiment regarder en profondeur les choses et pas être fasciné en fait par des multiplications énormes qui ont déjà eu lieu. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas exister
des choses que vous découvrez au début et qui vont se multiplier de façon énorme. Et dans ce cas-là, il faut mettre des petits montants. Parce que même si vous mettez $1 sur quelque chose qui va, et ça reste possible dans le milieu des cryptos qui est jeune, si vous regardez qu'il y a une équipe, une utilisation possible, si le projet vous paraît sensé, mais qu'il est tout neuf, rien ne vous empêche de mettre $1. Peut-être que le $1 deviendra $1000, voire $5000, voire $10 000. C'est des augmentations qui sont possibles, mais elles sont possibles sur le long terme. Et beaucoup de projets qui naissent, même avec des bonnes équipes, etc., c'est comme dans les startups, beaucoup de projets qui naissent, même avec des gens bien, même avec des utilisations qui ont du sens, vont mourir. Donc, si vous avez mis $1 et que vous avez perdu $1, bah, ce n'est pas très grave, quoi. Si vous vous dites, génial, si je mets tout ce que j'ai comme économie, je mets mes $1000 en demandant à mes cousins, etc., parce que ça va devenir $1 million, ben, peut-être et peut-être pas. Peut-être vous allez juste tout perdre, en fait. Donc, avoir ce sens, en fait, de responsabilité par rapport à où on met son argent, ça n'empêche pas de miser, on va dire, sur des nouveaux projets, mais miser avec des sommes que vous pouvez perdre, quoi. Clairement que vous pouvez perdre. Des sommes qui ne vont pas du tout changer votre vie si vous les perdez. OK ? Voilà. Donc, et pour ce qui est de stocker et des valeurs sûres, on va dire, peut-être que le Bitcoin va être moins... voilà, sur le long... Enfin, le Bitcoin est très solide sur le long terme, comme réserve de valeur. Peut-être qu'il va augmenter moins que d'autres crypto-monnaies comme l'Ethereum, peut-être Solana, peut-être qui sait, en fait. Ça va dépendre justement des innovations qui vont être créées dessus et des cas d'usage et de l'adoption, etc. Ethereum est utilisé maintenant comme... par des réseaux comme Visa et PayPal, etc. Donc, c'est des choses très solides. Ethereum, il peut faire x10, moins 80%. En fait, ce n'est pas grave sur le long terme. Si vous savez que ça va quelque part, ça va quelque part. Si vous investissez que l'argent que vous pouvez perdre, ou en tout cas que vous surveillez de près et que vous ne paniquez pas quand ça monte et ça descend dans tous les sens, pourquoi pas? Est-ce que vous avez d'autres... alors, oui, je voulais faire quand même un petit truc sur la philosophie et la sociologie. En fait, la base du fonctionnement du Bitcoin, c'est un réseau décentralisé. Ça répond à une question très précise qui est comment on crée un système qui peut fonctionner pour le bénéfice de tous, même s'il y a des mauvaises personnes dedans. Alors, est-ce que vous connaissez le problème des généraux byzantins? Ou est-ce que je vous le... Non, je vous le refais alors. C'est un problème donc qui a été créé, qui a été formalisé en 1982. Et l'idée, c'est comment on crée un système quand les gens ne se font pas confiance. Donc, ça a été exprimé sous la forme du problème des généraux byzantins. Donc, vous imaginez voilà, une ville qui est assiégée par des généraux de Byzance, donc Istanbul, l'ancienne Istanbul, des généraux qui sont, il y a 9 armées autour de la ville assiégée. Et la ville, elle peut survivre longtemps, elle est très riche, elle est très bien protégée. Mais si les 9 armées avec les 9 généraux attaquent en même temps, de façon coordonnée, ils ont une forte chance de réussir à capturer la ville. En revanche, comme elle est très bien défendue et très bien protégée, et elle a des ressources à l'intérieur, s'il y a une mauvaise coordination entre les généraux, s'il y en a un, par exemple, qui a peur, qui veut y aller après pour le butin, mais qui se dit je vais pas y aller, s'il y en a un autre qui se dit bah ouais, mais l'autre général, en fait, c'est le cousin de ma femme et il a fait un deal pas propre, donc en fait, ce qu'il veut, c'est que j'y aille en premier, comme ça, je vais me faire tuer, il va récupérer mon héritage par ma femme, etc. Et s'il y en a un autre qui se dit, moi, j'ai confiance dans les autres généraux, mais les messagers, une fois, dans une autre bataille, je me suis fait pigeonner, le messager, il avait été soudoyé par la ville, et il a expliqué qu'il fallait attaquer à 5 heures du matin, et en fait, tout le monde attaquait le lendemain au coucher du soleil. Et j'ai failli mourir. Donc, je n'ai pas confiance dans les messagers. Et d'autres personnes peuvent se dire, moi, j'ai confiance dans les autres généraux, j'ai confiance dans les messagers, mais la ville, ils sont vraiment très forts et ils peuvent
créer des faux messagers et envoyer des faux messagers qui vont mettre la panique dans nos armées. Et du coup, en fait, vous voyez que vous avez un système où tout le monde, pour que ça réussisse, l'attaque réussisse, ils ont besoin d'avoir confiance. Mais ils ont tous des raisons de ne pas vraiment avoir confiance. Oui, mais moi, je voulais un poste au Sénat et si je gagne cette bataille, si c'est mon armée qui va en premier et que les autres, ils attaquent bien en même temps, ben, je vais pouvoir être sénateur, etc., etc. Et du coup, en fait, chacun a des motivations différentes. Chacun a certaines motivations d'être honnête avec les autres. C'est seulement ensemble, en fait, qu'ils vont gagner. Et chacun a des motivations de ne pas être honnête. Ouais, mais je pourrais récupérer son armée. Ouais, mais il m'a fait un sale coup. Ouais, mais voilà. Et du coup, comment on crée un système qui marche quand même si les gens ont des raisons de se faire confiance et des raisons de ne pas se faire confiance? Et en fait, le Bitcoin, ça répond à ça. C'est-à-dire que le Bitcoin, on n'a pas besoin de connaître les gens qui ont des nœuds. On n'a pas besoin de faire confiance dans les personnes avec qui on fait une transaction. On n'a pas besoin de confiance, en fait. Souvent, en français, on dit, voilà, c'est la technologie de la confiance. Alors, bon, le problème, c'est que dans la traduction, ça passe très mal parce qu'en fait, en anglais, on dit trustless. Il n'y a pas besoin d'avoir confiance pour avoir des interactions qui fonctionnent, pour avoir un système qui fonctionne, pour avoir un système qui reste juste et qui reste au bénéfice, en fait, de chacun. Dans le fonctionnement même de la technologie Bitcoin, il y a des développeurs qui sont là parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont très forts en développement et qui veulent soutenir ce projet parce que c'est une monnaie open source mondiale et qui peut aider plein de gens qui sont débancarisés et d'autres personnes, plein de gens qui ne veulent juste pas que leur argent puisse être saisi par n'importe quel État. Il y a des mineurs de crypto-monnaies. Par exemple, au Congo, il y a un ami à moi qui s'appelle Sébastien Gouspillou de Big Block Data Center qui a fait une ferme de minage sur un barrage hydroélectrique à côté du parc Virunga. Et pourquoi? Parce que en fait, les barrages, au moment où ils sont construits, ils produisent beaucoup plus d'électricité que ce qui est consommé par l'infrastructure autour. Et du coup, ça permet de financer des tas d'autres projets, en fait, grâce au minage de Bitcoin. Donc, il y a des mineurs qui s'occupent de simplement assurer la sécurité de la chaîne Bitcoin et qui donc cherchent à réussir à miner un bloc pour avoir la récompense. Et donc, la création monétaire aujourd'hui de Bitcoin se fait pour chaque bloc miné. Il y a d'autres personnes qui sont des utilisateurs simples. Ils ne connaissent pas, ils ont juste un portefeuille, voilà, ils ont des bitcoins. Ils trouvent ça super pratique parce que l'argent transite. Alors, en fait, il y a un bloc miné toutes les 10 minutes, mais selon les frais de transaction qu'on met, etc., c'est en gros quand même à peu près en 1 heure, en 6 blocs. On considère qu'une transaction en bitcoin, elle est vraiment garantie et elle est irréversible en environ 1 heure. Alors que quand vous utilisez un système bancaire traditionnel, vous avez l'impression que ça prend 1 seconde. Quand vous passez, où il y a beaucoup de paiements mobiles en Afrique aussi, vous passez votre portable, vous avez l'impression que ça prend 1 seconde. Mais en fait, entre les banques, selon les accords, la finalisation vraie de la transaction, elle prend plusieurs jours. C'est-à-dire que pendant plusieurs jours, quelqu'un peut refuser le paiement, dire que la carte avait été volée ou contester la transaction, revenir en arrière, demander un remboursement, etc., etc. Ça peut se faire encore pendant plusieurs jours. OK ? Sur Bitcoin, ce n'est pas possible. C'est en environ 1 heure, il y a des paiements transfrontaliers qui sont faits et qui sont inchangeables. Donc, du coup, voilà, le problème des généraux byzantins, ça montre comment on crée ça. Et quand on crée ça, en fait, à partir de systèmes centralisés, que là, vous connaissez, puisqu'on va dire c'est la norme, les systèmes centralisés, c'est comment on crée cette confiance? Parce qu'il y a un chef, il connaît les gens, et puis parce qu'on les connaît, on se connaît, donc on se fait confiance, on est de la même branche, on a les mêmes valeurs, on est de la même tribu, on a été élu, etc., etc. Donc, nous, on garantit la confiance. Et le Bitcoin et la décentralisation en général, c'est l'idée de dire non, on va créer un système qui est indépendant des humains qui font partie de ce système. Et ce système-là garantit la confiance. Du coup, qu'est-ce que je pourrais vous... Voilà, dans quel domaine vous voulez que j'aille? Donc, cette notion qui est très importante pour moi, c'est la notion de décentralisation, de système décentralisé, de système qui fonctionne même s'il y a des mauvais acteurs dedans et qui fonctionne pour le bénéfice de tous, pour le bénéfice global.
voilà, et du coup, cette inviolabilité du système, ça, c'est des choses très importantes, puisque c'est une innovation qui n'existait pas. On n'avait pas ces systèmes-là. On avait besoin, je pense qu'en Afrique, il y a beaucoup plus de fonctionnement où on connaît les gens et on connaît beaucoup de gens et on connaît les ancêtres des gens, etc., et les familles des gens, et qu'en fait, ça maintient un niveau de confiance parce qu'on connaît un certain nombre de personnes autour de la personne. OK ? Et du coup, dans des milieux très atomisés où personne ne connaît l'histoire de personne, les problématiques de confiance, surtout pour des utilisations financières, mais pas seulement, elles sont vraiment importantes. Il y a une fraude du diplôme qui est énorme, par exemple, parce que personne ne connaît personne, donc tout le monde peut dire c'est bon, j'ai fait Polytechnique, quoi. Et faire des faux diplômes de Polytechnique et envoyer tous ces CV partout avec des faux diplômes de Polytechnique. Donc, à partir du moment où justement il y a des systèmes où il n'y a que Polytechnique qui peut vérifier que c'est bien un diplôme, et Polytechnique, on ne va pas les appeler à chaque fois qu'un candidat dit « je suis de Polytechnique ». Enfin, quoique pour Polytechnique, ils le font peut-être. Mais pour X ou Y école, il y a un boom de fraude de diplôme à cause de ça, parce qu'en fait, c'est rarement vérifié, quoi. Donc, voilà, les questions de confiance, elles ont lieu aussi dans la supply chain. Quand on a, par exemple, des produits en particulier éthiques, le commerce éthique, là, éthicable et tout, on dit, voilà, culture du café ou du chocolat, mais nos producteurs sont bien rémunérés, c'est bio et tout. Bon, il y a tellement d'étapes, en fait, entre vraiment le paysan qui a cultivé et le consommateur final qui achète sa plaque de chocolat ou son paquet de café. Il y a tellement d'étapes entre les deux. Il y a une vraie problématique de savoir qui c'est qui a dit toute la vérité, qui c'est qui n'a pas tout dit comme toute vérité, et qui c'est qui a un petit peu arrangé la vérité ou qui a pris un producteur très bio, respectueux, qui paye bien ses salariés, et puis un producteur, bon, allez mélanger, et puis on va mélanger le café des deux provenances, et boum, on dit que c'est éthique, alors que ça ne l'est pas. Donc voilà, donc ces problèmes de traçabilité, par exemple, dans la supply chain, c'est des choses qui ont des cas d'usage blockchain. Pareil, en maintenance, ce qu'on appelle la maintenance prédictive dans l'industrie, c'est-à-dire c'est regarder, pouvoir tracer toutes les actions qui sont faites sur des pièces, par exemple d'un avion, tout ce qui se passe pour une pièce d'avion donnée, et être capable de dire à tel moment, il faut faire tel genre de changement de pièce ou tel genre de vérification. Et tout ça, c'est vu par toutes les personnes qui sont dans la boucle, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement celui qui a créé la pièce ou celui qui fait la maintenance. C'est toutes les personnes, ceux qui ont transporté, ceux qui l'ont vérifié dans un autre aéroport, dans un autre pays, etc. Et du coup, faire des blockchains là-dedans, quand on aurait intérêt un peu à peut-être arranger un peu la vérité, c'est très intéressant, puisque du coup, tout le monde a accès à la donnée et elle ne peut pas être modifiée, elle ne peut pas être trafiquée. Voilà. Si la blockchain est suffisamment répartie. Vous avez compris que c'est un réseau. Et donc, si on est 3 dans un réseau, bon, voilà, c'est assez facile de corrompre 2 personnes et qui vont dire à la troisième, ah, non, on n'a pas vu ton truc passer. En revanche, si on est comme dans blockchain, les blockchains Ethereum, Bitcoin, etc., si on est 10 000 nœuds dans les réseaux, allez-y, essayez de convaincre 10 000 personnes, enfin, ou même 5 000 personnes d'être malveillants, ce qui est possible. Ça s'appelle l'attaque des 51%. Donc, effectivement, tout à coup, la blockchain peut être transformée. Mais le truc, c'est que les 49 autres pourcents vont se rendre compte. Ça ne peut pas se faire de façon invisible. Alors que si vous hackez un ordinateur d'une banque et boum, 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 vous changez un peu les trucs, 10 000 personnes qui se connectent au serveur bancaire, c'est centralisé le serveur bancaire. Donc, il y a une seule source de vérité. Dans une blockchain, il y a 10 000 sources de vérité, dans le cas d'une blockchain énorme comme Bitcoin ou Ethereum. Et donc, 10 000 sources de vérité qui ont des copies conformes, etc., qui sans arrêt vérifient qu'on est bien sur la même longueur d'onde, c'est quand même... Voilà, rien n'est totalement incorruptible, mais ça paraît quasi incorruptible, quasi impossible en fait de se faire hacker et transformer. Pendant les 5 minutes là, de pause, n'hésitez pas à m'envoyer des questions précises, des mots-clés que vous voulez que je développe et tout, parce que c'est plus intéressant quand c'est plus interactif. Et ce n'est pas parce que je ne vous pose pas sans arrêt des questions que je n'ai pas besoin de votre retour. Vous avez parlé de blockchain qui n'est pas cryptable. Et comment dirais-je, être volé par
de hackers et tout, et que c'est différent par rapport aux banques. Mais pourquoi les banques ne travaillent pas avec les blockchains pour éviter que leurs clients ne souffrent pas de voler comme ça? Les banques travaillent de plus en plus avec des blockchains, oui. Oui. C'est les banques américaines massivement. Les banques européennes, c'est un peu plus mou. Mais non, elles travaillent avec des blockchains de plus en plus. C'est en train de se développer. C'est comme Internet, la maturité du milieu blockchain aujourd'hui, ou de la technologie et de l'adoption, c'est à peu près comme Internet dans les années 2000. Donc, probablement, vous n'étiez pas né ou à peine. Mais c'est-à-dire qu'il y avait déjà beaucoup de possibilités, mais il y avait peu de compréhension et peu d'usage dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, en 2020, Internet, je veux dire, tout le monde a Internet dans la poche, quoi. C'est largement, je veux dire, même en Afrique, des personnes qui n'ont pas forcément des situations économiques fortes et tout, le smartphone est très répandu, quoi. Et si ce n'est pas le smartphone, c'est au moins les mails, en fait, qui sont reçus sur téléphone. Donc, il y a une adoption qui est énorme, mais ce n'est pas une technologie différente de ce qui existait déjà en 2000. En fait, c'est la même chose, c'est l'adoption, c'est les usages dans la vie quotidienne qui ont énormément augmenté. Voilà, donc c'est pareil pour la blockchain. On est dans quand même, c'est un peu le début de la maturité, on va dire, technologique, et on n'a pas l'impression que ça va partout, mais ça commence à aller partout. Ouais. Et je ne pense pas qu'il y ait de banques qui, aujourd'hui, qui se disent la blockchain, jamais j'aurais besoin de ça. Je ne pense pas qu'il y ait de banques sérieuses qui se disent ça. Là, ils sont tous en train de se dire, oh là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça ne veut pas dire qu'ils ont tous acquis du Bitcoin en réserve, etc. Loin de là, surtout dans les banques européennes, ce n'est pas vraiment très en avance. Mais ils sont tous en train de comprendre que ça va changer les choses pour leur métier, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question ou est-ce que j'ai répondu suffisamment à ta question, Mariam? Oui, c'est bon pour moi. Il y a des questions? C'est mes ateliers en Lego, en fait, j'ai commencé à former dans des banques parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin de comprendre le sujet. J'ai formé aussi des experts comptables, puisque pareil, eux, leur métier, c'est une profession, toutes les professions qu'on appelle tiers de confiance, donc la personne qui sert de garantie. La banque, en fait, elle est un rôle de tiers de confiance, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément confiance dans ce marchand-là à qui vous achetez quelque chose, il n'a pas forcément confiance en vous, mais votre banque a un deal avec sa banque et votre banque vous fait confiance et sa banque lui fait confiance. Et donc, les deux banques, elles ont parlé entre elles et du coup, en fait, il y a un rôle de tiers de confiance. Tiers, c'est la troisième personne. C'est-à-dire que vous n'avez pas confiance dans le commerçant, il n'a pas confiance en vous, mais vous payez par carte parce qu'il y a un tiers de confiance qui est la banque. Ou par mobile. Ou l'appli. Enfin, je n'ai pas creusé la question du paiement mobile. Est-ce que c'est des banques ou est-ce que c'est d'autres types de services en fait qui proposent ça? Ici au Mali? Oui, au Mali, ouais, pour vous. Ici, on a l'Orange Money qui est le paiement par téléphone mobile. Donc, mais paiement avec la carte bancaire est vraiment rare, puisque ici, on croit plus au physique, au fait. Même quand tu achètes quelque chose, le livreur, il est sur place, en ce moment qu'on paye pour le vendeur aussi, puisqu'on a peur qu'on ne livre pas. Donc, il y a un problème de confiance. Ouais. Puisqu'il y a plusieurs gens mal intentionnés. Comment tu payes et tu ne verras rien du tout. Donc, du coup, les gens ont peur de certaines choses. Et c'est pour ça que les smart contracts ont un potentiel comme ça, en fait, de déclencher un paiement. L'argent peut être mis en garantie, par exemple, et la Société Générale avait utilisé une blockchain pour faire ça, pour le paiement transfrontalier, où en fait, effectivement, quelqu'un va dire, j'envoie un porte-container, j'envoie un bateau avec toutes vos marchandises, voilà, c'est parti. Et le temps que le bateau arrive, on ne sait pas si on va être payé, donc il faut que la banque immobilise en fait l'argent de la personne qui achète et ensuite qu'elle valide qu'elle a bien reçu, etc. Enfin, c'est très compliqué. Ils avaient mis une blockchain en place là-dessus parce que du coup, le règlement est déclenché automatiquement quand la personne vérifie que la marchandise est bien reçue, etc. Et il y a un niveau de garantie qui est très fort.
pour éviter justement, effectivement, les mauvais acteurs. Et s'il y a effectivement un grand problème de confiance entre les personnes, le paiement du coup physique, mais bon, le paiement physique, c'est pareil. Quand on est sur des grosses sommes, le paiement physique, c'est une chose dangereuse. Si vous donnez rendez-vous à quelqu'un pour acheter une Mercedes neuve en cash, vous arrivez avec le cash en fait. Donc, on peut vous attaquer et vous voler le cash et la voiture avec. Et puis, c'est tout. Au revoir et merci. Donc, finalement, il y a quand même des limites fortes de confiance qu'on peut avoir dans de la monnaie physique. Il y a des niveaux d'échange où c'est dangereux de transporter de la monnaie physique. Est-ce que c'est clair Oui, il y a certains problèmes à ces points, mais les gens utilisent, quand il y a des grands montants, ils utilisent plus les chéquiers. D'accord. Donc, ça veut dire qu'ils sont bancarisés. Ils utilisent des banques parce que la banque garantit qu'elle a confiance en vous. Et voilà. Et qu'il y a en fait des assurances aussi sur les banques qui permettent s'il y en a un qui a fait un chèque en bois, ou etc., la banque va pouvoir retrouver l'argent, la transaction va pouvoir, etc., etc. Donc, c'est parce qu'il y a plein de niveaux de tiers de confiance, banque, assurance, et puis du coup le système judiciaire derrière. Et du coup, l'idée qui est très révolutionnaire du Bitcoin, c'est l'idée de dire comme aucune transaction ne peut être effacée dans la blockchain, toute mauvaise action à partir d'un numéro de compte, c'est anonymisé, mais c'est pseudonymisé. C'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup de formations de la police en Europe sur la technologie blockchain, en particulier sur le Bitcoin, parce que du coup, ils peuvent remonter complètement où a circulé le Bitcoin. C'est pas anonyme, en fait, le Bitcoin. C'est pas masquable complètement. C'est des pseudonymes. Donc, c'est des numéros de code, mais à partir d'un numéro de code, en fait, on peut revoir de manière publique tout l'historique de ce que la personne a fait. Donc, ce n'est pas une bonne monnaie pour le crime, en fait, puisqu'elle est complètement visible, en fait. Et donc, ce n'est pas le cas d'autres crypto-monnaies, comme par exemple Monero ou Dash, sont des monnaies totalement anonymisées. On ne peut absolument pas savoir d'où vient l'argent ou par où il est passé, etc. Ça, on ne peut pas. Bitcoin, on peut. On peut complètement savoir qui passe. Il y a des listes de diffusion. Il y a un Twitter qui s'appelle Whale Alert et donc qui traque les gros possesseurs de Bitcoin et qui déclenche des notifications pour dire attention, il y a eu un gros mouvement financier. Ils ont vendu beaucoup, donc peut-être le prix va baisser puisqu'ils ont vendu beaucoup. Ils ont acheté beaucoup. Voilà, tout ça, c'est visible. Si je vous donne mon numéro de compte, en fait, pas mon code secret, hein, si je vous donne juste mon numéro de compte sur la blockchain Ethereum, vous pouvez tous savoir ce que j'ai dans mon portefeuille. Un jour, j'ai acheté du coaching à un Américain et 6 mois après, je me suis demandé est-ce qu'il avait vendu mes Ethers ou pas. Et je suis allée voir dans son portefeuille. C'est public. Et donc, j'ai vu qu'il ne les avait pas vendus. Mais il avait fait une erreur grave, donc ça vaut le coup que je vous raconte l'anecdote. Il avait perdu la clé privée, en fait. Et il avait perdu la phrase de récupération. Donc, en fait, littéralement, l'argent, il est toujours là où je l'ai envoyé et il est impossible à retirer. Il ne peut pas être utilisé puisqu'il a changé de téléphone, il a pensé qu'il avait sauvegardé la phrase de récupération, la clé privée, qu'il avait bien mis ça en sécurité parce qu'il avait mis dans son téléphone. Quand il a revendu son téléphone, changé de téléphone, il s'est rendu compte que non. Et sur une blockchain publique, c'est vous, le banquier. Donc après, ce n'est pas pareil si vous utilisez des exchanges, qui sont donc encore des tiers de confiance, donc comme Binance, comme Kraken, comme... il y en a beaucoup des exchanges. Mon expérience personnelle, elle est strictement limitée à Trust Wallet, donc du coup, qui n'est pas un exchange, qui est plus Trust Wallet, blockchain.com et surtout Binance et Kraken. Voilà. J'ai acheté une action Coinbase, mais je n'utilise pas Coinbase, les frais sont très importants dessus. Il y a même un exchange français qui était, je crois, le premier exchange, c'était Paymium, qui existe aussi, qui est très solide, qui a beaucoup moins de gros volumes que Binance. Donc là, du coup, vous êtes dans un système, si vous avez acheté des cryptos sur un exchange, vous êtes dans un système où il y a un tiers de confiance, il y a quelqu'un qui peut vous aider à récupérer votre argent. Mais vu qu'il y a une forme de centralisation, il y a aussi ce service-là, comme c'est arrivé en Turquie récemment, il y a le plus gros exchange turc
le gars, il est parti, le directeur de l'exchange, il est parti avec la caisse, littéralement. Il a pris ce qu'il y avait, il a bloqué tout et il est parti, il a disparu. Donc, si vous confiez en fait votre argent, effectivement, si la personne est honnête, ou la banque est honnête, ou l'exchange est honnête, vous pouvez le récupérer si vous êtes brouillon et que vous avez oublié les mots de passe, etc. Si la personne est honnête, si la personne est malhonnête, vous lui confiez votre argent et il part avec. Donc, du coup, la différence, c'est quand même sur les blockchains. Alors, c'est assez compliqué techniquement. C'est de plus en plus simple. Mais c'est encore pas très évident techniquement. Mais si vous ne faites pas le foufou et que vous êtes sûr d'avoir votre phrase de récupération en lieu sûr, que vous avez prévenu votre mère, que si vous arrive un truc, voilà, vous avez ça sur la chaîne Bitcoin, par exemple, ou la chaîne Ethereum, ou la chaîne Solana, ou ce que vous voulez comme chaîne. Si vous avez sécurisé ça, vous considérez que c'est vous le banquier. Donc voilà, c'est vous le banquier. Il n'y a personne à accuser. Si vous pouvez quasiment pas être hacké sur une grosse chaîne, mais vous êtes responsable de savoir comment récupérer l'usage de votre argent, quoi. Donc le coach en question, il a été tellement déçu de se rendre compte de sa bêtise, parce qu'en fait, entre-temps, l'Ethereum a été multiplié par 15. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je l'ai payé $500, ce qui était déjà une somme importante pour moi, et ça correspondait à $3 500. Donc, il était très déçu de se rendre compte qu'il ne trouvait plus l'accès. Et du coup, il en a racheté pour les garder. Je lui ai dit, c'est quand même une bonne idée, même si ça baisse un peu, ça remontera quelque part. Est-ce que vous avez d'autres questions? Si, moi, une. Le fait de savoir que sur la blockchain, on peut retracer toutes ses activités, ça altère pas un peu la vie privée, entre guillemets? Totalement. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des questions de vie privée. Il faut savoir ce que vous faites, sur quelle blockchain vous faites quoi, en fait. Oui, il y a des problèmes de privacy, d'anonymisation totale. Mais si vous mettez votre argent dans une banque, c'est pareil, et encore plus dans votre opérateur téléphonique. C'est-à-dire que si vous utilisez Orange Money, c'est Orange, c'est la compagnie Orange, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que non seulement eux, ils savent à qui vous parlez, mais combien vous dépensez où, parce qu'ils ont aussi la localisation. Voilà, donc là, au niveau de la vie privée, là, ça va être dur de faire plus public, quoi. Ils voient à qui vous écrivez quoi comme SMS. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les utiliser mal, mais ça veut dire qu'au niveau de la privacy, c'est zéro. Donc, si effectivement l'objet numéro 1 de l'investissement que vous voulez faire dans une blockchain, de l'argent que vous voulez mettre de côté dans une blockchain, etc., ou du risque que vous voulez prendre avec une blockchain, si la privacy, c'est la priorité numéro 1, c'est du ce cas-là, ce n'est pas le Bitcoin ou l'Ethereum qu'il faut utiliser, c'est le Monero ou le Dash. Et il y en a une autre, il y a d'autres projets, il y a beaucoup de projets qui sont en train de se développer. Après, il y a aussi des améliorations sur le côté privacy de Bitcoin qui sont faites en ce moment, donc Taproot par exemple, mais on n'est pas encore à quelque chose qui est intraçable, alors que Dash et Monero, par design, ils sont intraçables. Parce qu'en fait, tout l'argent qui circule à un moment sur la chaîne, il est tout regroupé, il est tout découpé en morceaux, il est tout envoyé dans tous les sens, et puis c'est des algorithmes qui font le matching, c'est comme le navigateur Tor, par exemple. Le navigateur Tor, qui est oignon, enfin voilà. En fait, votre demande, si vous faites une recherche Internet sur Tor, votre demande va être découpée en 1000 morceaux, envoyée dans plein d'endroits et aller chercher la réponse et recoller la réponse, la découper en 1000 morceaux et la renvoyer par 1000 morceaux. Donc, on ne peut pas savoir où vous étiez, qui vous étiez, qu'est-ce que exactement vous avez demandé et tout, c'est intraçable. Donc ça, c'est Tor, T-O-R, le navigateur privacy total. Il y a d'autres navigateurs qui sont quand même forts aussi sur la privacy. Brave fait quelque chose de bien aussi. Il y en a d'autres, même Firefox. Enfin, voilà, il y en a qui sont bien et il y en a qui sont totales. Voilà, donc Tor, par exemple. Et pour les dissidents politiques, ils utilisent des choses comme ça. Par exemple, Edward Snowden, voilà, utilise ça. Ou au niveau de la messagerie, Signal, c'est totalement crypté, quoi. Beaucoup plus sécurisé que WhatsApp. Et au niveau du coup des blockchains, c'est Monero ou Dash et il y en a d'autres.
Mais c'est encore la même chose. C'est-à-dire que si vous achetez votre Monero sur un exchange et que vous le laissez sur un exchange, que vous ne le sortez pas sur une clé privée comme de l'ordre, ça ressemble à une clé USB. Je ne sais pas si vous connaissez les portefeuilles de crypto-monnaies, ça peut ressembler à une sorte de clé USB. Ledger, par exemple, ou Trésor Wallet. Et moi, j'ai un Ledger. Donc, en fait, c'est moi je suis la seule personne à pouvoir déclencher par un code sur cette sorte de clé USB la validation d'une transaction. C'est-à-dire que j'ai quelque chose, il faut que je le branche pour pouvoir payer avec mes actifs sur la chaîne. Donc, du coup, pas passer par un exchange, pas passer par un service comme Visa, parce que par exemple, sur Binance, j'ai un peu de crypto sur Binance et j'ai une carte Visa qui est Binance. Et donc, je peux en fait vendre quelques cryptos au moment où je veux acheter quelque chose en utilisant une carte qui est Visa, donc normale, le réseau Visa normal, et en utilisant des cryptos qui sont sur un exchange. Donc, tout ça est entièrement tracé, même par l'État français, puisque je suis obligée de déclarer mes comptes bancaires en cryptoactifs. Donc, si l'État français veut savoir où j'ai acheté quoi, en vendant quoi et en faisant quel profit sur quelle crypto-monnaie, c'est tout à fait possible. Binance est obligé de donner les infos. Donc, pour faire des transactions on-chain, donc si vous achetez votre Monero sur Binance, par exemple, parce que si vous n'arrivez pas à l'acheter autrement, et que vous le sortez ensuite et qu'il n'est que sur la chaîne, que donc vous avez la totale maîtrise de la clé publique, la clé privée, voilà. À partir de ce moment-là, toutes les transactions que vous faites directement sur chaîne sont intraçable. On ne peut pas du tout savoir qui vous payez, comment, etc. Là, le dissident russe Navalny a fait un appel justement à tous ses supporters de dire attendez, là, ils ont bloqué tous nos comptes au niveau de... Le Kremlin a ordonné aux banques de bloquer les comptes. Tous les comptes sont bloqués. On est complètement asséché. On va se former à l'usage des crypto-monnaies et on demande à vous qui voulez nous soutenir, notre mouvement de dissidence russe, de vous former à l'utilisation des crypto-monnaies. C'est la dernière porte de sortie, en fait, pour pas que, à partir d'un moment où un État peut ordonner à une banque et menacer une banque de fermer si elle ne bloque pas les comptes d'une certaine personne, votre argent il est moyennement bien protégé quand même. Et ça, c'est les cas, on va dire, où il y a vraiment une agression de l'État, mais il peut y avoir d'autres cas, même moins, comme ce qui s'est passé pour les épargnants en Grèce en 2008, quand il y a eu la crise financière, là, qui a donné naissance, c'est à ce moment-là, justement, qu'est né le Bitcoin, parce qu'en fait, les gens qui avaient de l'argent en banque en Grèce, on leur a dit, bah, écoutez, désolé, mais là, le pays va s'écrouler, donc en fait, c'est super si vous avez fait des économies, mais l'État va vous prélever une partie de cet argent pour pouvoir faire survivre le pays, quoi. Et donc, cet argent a juste disparu, en fait, des comptes en banque des personnes. Parce que, par ordre de l'État, c'était pas, justement, c'était pas de la prédation contre un individu qui est contre l'État, mais c'était juste de dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas où prendre l'argent. Ah, bah oui, mais il y a des gens qui ont gardé beaucoup d'argent. Bah, très bien, vous en avez beaucoup, donc on vous en prend une partie. Et c'est tout. Et c'est matériellement faisable. C'est pour ça qu'il y a des crypto-monnaies de banques centrales qui sont en train d'être développées par les banques centrales, mais avec cette intention dont il faut être conscient de contrôle total en fait, sur l'argent. C'est-à-dire que le directeur, une des personnes de la Banque centrale européenne disait avec une voix hyper calme, etc., il disait, bon, quand nous aurons une crypto-monnaie de banque centrale, nous aurons la connaissance totale de tous les mouvements de cette monnaie entre tous les acteurs et nous aurons la compétence technique pour, le cas échéant, si le besoin s'en fait sentir, arrêter ces mouvements, bloquer ces comptes, etc. C'est contrôle total. Et c'est dit, clairement. Pour les gens qui écoutent un peu, ils se disent « Ah ouais, non mais en fait, voilà quoi, même sur un malentendu, en fait, si l'État m'en veut, bah juste, je peux me retrouver avec plus rien, quoi. Parce qu'on n'est pas à l'abri. Enfin, on peut dire, moi, je suis honnête, j'ai rien à craindre, comme tu posais la question sur la privacy. Et ça, c'est beaucoup une démarche que j'ai, où je suis un peu négligente et tout. Je me dis, allez, je suis honnête, j'ai rien à craindre, mais c'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. On peut être très honnête et on peut justement avoir une usurpation d'identité, quelqu'un qui utilise nos données pour commettre un acte malveillant, et forcément, c'est nous qui sommes accusés. C'est bien logique, en fait. Je veux dire, si notre identité a été usurpée.
Donc, ce n'est pas parce qu'on est honnête qu'on devrait accepter justement une transparence totale et une maîtrise totale des États ou d'autres acteurs, des GAFAM aussi, ou des opérateurs télécoms, sur nos données personnelles, notre argent, etc. Autre question? Ouais, merci. Moi, ma question, c'est par rapport aux perspectives d'avenir de la blockchain. On sait que à l'origine, c'était plutôt pour les crypto-monnaies. Après, de plus en plus, c'est utilisé dans d'autres domaines, comme vous l'avez invoqué avec les diplômes. Et je crois qu'il y avait d'autres projets aussi pour utiliser le Bitcoin pour lutter contre les fraudes lors des élections, des trucs comme ça. Oui, tout à fait, des blockchains de vote, oui. Voilà. Donc, je ne sais pas quels sont les grands projets actuellement qui sont suspectés peut-être d'apporter des changements majeurs avec la blockchain. Il y en a vraiment beaucoup, il y en a trop pour que je puisse donner une réponse simple en fait. Il y a des choses effectivement, donc c'est bien de l'avoir mentionné sur la démocratie directe. Il y a aussi ce qui s'appelle des DAO, des organisations Decentralized Autonomous Organization. Donc il y a quelque chose qui s'appelle Aragon.network, Aragon.network, qui en fait met à disposition d'associations, de personnes, d'États, de groupements, de tous, de qui veut, des tas d'outils pour faire une gouvernance participative et décentralisée, pour que des gens choisissent de voter, choisissent d'agir ensemble en tant que collectif de façon décentralisée. Donc ça, Aragon.network, c'est très intéressant. Il y a aussi beaucoup de mouvements autour alors comment elle s'appelle cette fondation? Beaucoup de mouvements autour de la redéfinition du bien collectif. Donc, par exemple, de quantifier en fait des choses et de partager des choses sur lesquelles on ne mettait pas une valeur monétaire, comme l'air qu'on respire, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la santé globale d'une population. Et du coup, de faire des traçabilités et de montrer des choses. Il y a vraiment plein de choses. Donc, dans la supply chain, il y a déjà beaucoup d'activités. Et puis, il y a tout ce qu'on connaît déjà, en fait, qui a des versions décentralisées. Par exemple, il y a DTube qui remplace YouTube. Je ne sais pas si ça marche très bien, mais c'est Decentralized Tube. Donc, voilà, où on ne peut pas censurer les vidéos. Et là, on l'a vu beaucoup en 2020, où il y avait ce truc de « Ah bah oui, mais l'OMC n'est pas trop d'accord, donc finalement, on efface toutes les vidéos qui ne sont pas d'accord avec l'OMC. » Hello. Et des fois, c'est des malentendus et tout, mais voilà, je veux dire, même on a vu avec Twitter, alors ça, bon, je vais pas regretter l'affaire, mais ça pose quand même question. Twitter qui dit « Bon, allez, on coupe le compte de Donald Trump. » Ah ouais, alors est-ce qu'une plateforme sociale, est-ce que ça reste une entreprise privée ou est-ce que c'est une sorte de bien collectif ou... Voilà. Donc effectivement, c'est quelqu'un de dangereux. Et je veux dire, ils l'ont laissé utiliser la plateforme. Et puis un jour, ils ont dit, bah non, c'est fini. Et puis qui c'est qui décide de ça? Je veux dire, c'est même pas la police en fait qui a ordonné à Twitter de couper. C'est l'éthique personnelle des dirigeants qui ont dit mais ça suffit en fait. Ils mettent le pays en danger, la démocratie entière en danger. Des vies sont perdues à cause de ce qu'il tweet, donc on lui coupe le truc. Donc du coup, il y a des réseaux sociaux aussi qui sont créés et qui sont gérés de manière décentralisée. Il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est à vous d'explorer s'il y a un domaine particulier, dans l'agriculture aussi, pour la traçabilité et pour le partage aussi, pour un partage plus juste en fait du prix des choses. L'idée d'une blockchain, c'est quand il y a divers acteurs qui auraient tendance à tirer la couverture à eux. Il peut y avoir des acheteurs qui vont sur une ferme, qui disent « Ah ouais, tu comprends, ça ne se vend pas bien en ce moment, tout ça, pouf, ils achètent les récoltes pas chères. Puis finalement, ils les vendent à quelqu'un qui finalement les achète plus cher, les revend plus cher. Et finalement, on se dit, on vend des plaquettes de chocolat, des plaques de chocolat qui valent 5 € en France et le producteur, il a été payé l'équivalent d'1 centime, quoi. Et il y a peut-être un problème là qu'on pourrait régler. Répartir l'argent d'une façon un peu plus juste. Donc ça, il y a des choses.
La blockchain peut vraiment offrir des solutions là-dessus. Il y a quoi? Il y a des cartes collector aussi. Il y a plus de gaming. Je n'ai pas parlé assez de gaming, mais il y a aussi des applications blockchain qui sont du jeu, qui sont de l'art. Donc les NFT là, qui ont fait un hype et boum, ça reste une techno très solide. C'est très très bien les NFT. Après, ce n'est pas parce qu'il y a eu un pic, un NFT qui s'est vendu, une œuvre d'art donc numérique qui s'est vendue à 65 millions et puis après tout le monde du coup s'est dit waouh, c'est génial, tout le monde a acheté plein de choses et puis ça a finalement perdu énormément de leur valeur. C'est pas parce qu'il y a eu une hype et un écroulement que la techno NFT elle n'est pas valide et elle n'a pas d'avenir. Elle est valide et elle a de l'avenir. Il faut juste pas faire n'importe quoi. Donc ça c'est du coup plus le monde de l'art. Et puis les assurances, c'est un cas d'usage énorme parce qu'en fait on peut faire des sortes d'assurances collectives. En fait, les assurances quand même gagnent beaucoup d'argent, en tout cas en France, juste à suivre des dossiers et par le fait on verse des petits montants tout le temps et s'il nous arrive jamais rien, ben finalement on a versé pendant 40 ans des petits montants et parce qu'on a payé des gens dans des bureaux. Utiliser une blockchain en smart contract, ça permet par exemple de se cotiser ensemble. Vous vous assurez sur le risque, par exemple, de sécheresse, tous ensemble. S'il y a une sécheresse qui est déterminée de manière automatique, vous êtes tous indemnisés. Et s'il n'y a aucune sécheresse, par exemple, vous pouvez tous récupérer votre mise, puisque finalement, on n'a payé personne dans un bureau. C'était un smart contract, c'était une ligne de code. Enfin, c'était un certain nombre de lignes de code dans une blockchain. Et du coup, il n'y a pas d'intérmédiaires, plein d'intermédiaires à rémunérer. Est-ce que j'ai répondu à la question? C'est pas... voilà, on peut faire plein de choses en fait. C'est ok, bon, merci quand même. C'est comme de dire aujourd'hui, c'est quoi les utilisations d'Internet? Personnellement, j'arrive pas à résumer quoi. C'est l'éducation, l'information, le commerce, c'est les réseaux sociaux, donc la communication entre les gens, c'est tout. Et c'est Internet, tous. Donc, c'est le web, ce qu'on appelle le Web 3 décentralisé, donc, dont la blockchain est une partie, une infrastructure, c'est potentiellement toutes ces choses-là. Avec en plus, on appelle ça parfois l'Internet de l'argent. C'est cet usage, tout ce panel d'usage qui peut être lié à de la valeur, ou l'Internet de la valeur. Est-ce que vous avez une dernière question? Ou peut-être pas une dernière, je sais pas, j'ai pas regardé l'heure. Alors sinon, s'il y en a qui prennent des notes ou si Leïla prend des notes, il y a certaines sources vers lesquelles je vous enverrai. L'entretien, la vidéo de l'entretien grand angle, je peux peut-être la noter mais du coup, ça va peut-être pas conserver le truc. J'ai pas le lien direct là sous la main. Grand angle, Sébastien Gouspillou, il explique vraiment bien les choses du point de vue d'un Bitcoin maximaliste, donc c'est-à-dire une personne qui croit beaucoup au potentiel du Bitcoin et moins au potentiel de plein d'usages de la blockchain. Voilà. Et du coup, il l'a appelé le Mike Horn du Bitcoin. C'est lui qui a fait la ferme au Congo et qui a d'autres projets sur l'Afrique et d'autres projets sur le Kazakhstan, etc. Donc ça, c'est vraiment le point de vue Bitcoin maximaliste. Ça, c'est intéressant. Au niveau de YouTube, il y a tout et n'importe quoi. Donc, croisez vos sources, s'il vous plaît. Moi, j'écoute quasiment personne en français. Je connais des gens sur Twitter, un garçon qui est très bien. Il s'appelle Cryptodidac et je crois qu'il a fait une chaîne maintenant, mais je le suis crypto. Vous l'avez fait venir ou pas? Pas encore, mais j'ai découvert récemment. Voilà, Cryptodidac sur Twitter, je connais personnellement, très bien, très sérieux. Après, il y a plein de gens sérieux, mais il y a aussi des gens qui ne sont pas fiables et pas sérieux. Voilà. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est aussi le business model de la personne. C'est-à-dire que s'il y a par exemple donc là, il est peut-être venu du coup chez vous, je crois. Mais il y a du coup, je ne vais pas citer son nom, mais il y a une des personnes qui est très connue en France comme sur YouTube. Et en fait, il parle d'un certain nombre de projets naissants, de nouveaux projets. Il explique très bien certains nouveaux projets, etc. Et en fait, il se fait payer 10 000 € pour parler d'un nouveau projet. Donc, il faut bien comprendre que
voilà, il a une intégrité personnelle, il a une honnêteté. Il ne va pas se dire, OK, c'est un scam, c'est nul, leur projet, mais je vais quand même, juste pour 10 000 euros, je vais dire ça sur ma chaîne YouTube. Mais c'est quelque chose entre les deux. Il y a aussi, ah oui, ça pourrait être intéressant, mais finalement, il est concurrent de 3 autres projets qui ont peut-être l'air plus avancés, mais leur truc, il a l'air quand même pas mal. Et puis, bah, je gagne 10 000 euros pour faire 1 heure de vidéo avec eux, je le fais, quoi. Donc, il faut comprendre comment la personne fonctionne, en fait. Pour du coup savoir prendre on dit avec des pincettes ou avec un grain de sel. Même une personne honnête, il a des intérêts économiques qu'il faut comprendre avant de l'écouter. Voilà. Je vais déjà transmettre ces deux ressources Voilà, pour je pense que aller ça, plus c'est loin. important. Après, effectivement, je connais surtout des sources en anglais, mais vous êtes anglophone aussi, ou un peu, ou pas trop? On travaille. Vous y travaillez, oui. Bon, bah, alors, si c'est comme en France, bon, les anglophones, c'est I am trying really hard. Donc, On a quelques anglophones quand même et on travaille en anglais. Enfin, on a des sessions de mentorat en anglais aussi, donc ok. on travaille dans toutes les langues à Kabako. Ok, bon, c'est bien. Et vous parlez sinon quelle langue africaine, du coup, locale? Vous parlez quoi à Kabakou? Il y a le Bambara. Et après, Bambara. bah, je vous laisse répondre. Vas-y, Dem, pour compléter. On parle très souvent le Bambara, c'est la langue nationale. Surtout Bambara et ouais, pas d'autres. D'accord. Je sais qu'il y a le Peul, le Soninké, Il y mais a le Peul, il y a le Soninké. Ok. Il y a quelle langue encore? On ne va pas citer plus de fois. Non, il y a le Peul, le Sarakwale, le Soninké. Il y a quelle autre langue? D'accord. Ouais, bah, c'est bien. Il y a Sénico également. Il y a Bobo, il y a pas d'autre. Ok, bah, c'est important d'avoir des échanges en gardant vos langues locales et de respecter en fait la culture d'où vous venez, même s'il faut aller de l'avant et il ne faut pas rester bloqué. Après, aujourd'hui, c'est quand même, honnêtement, pas parler anglais, c'est un peu comme avoir une jambe de bois, quoi. On peut marcher quand même, mais c'est moins pratique, hein, franchement. Donc, on pourra transférer quelques ressources en anglais et comme voilà. ça. Alors, en anglais, par exemple, sur YouTube, j'aime beaucoup, d'ailleurs, il a un accent russe, il s'appelle Ivan on Tech. Voilà, Ivan, parce que lui, il a sa chaîne YouTube, c'est un développeur, donc il est développeur, etc. Il n'est pas juste trader, mais il est connu aussi pour le côté trading, les conseils. Et il est russe, je pense qu'il est russe, puisqu'il a aussi une version de sa chaîne qui est en russe. Mais il est basé en Suède, à Stockholm. Donc ça, pour moi, lui, il est très fiable. Et Coin Bureau, j'aime beaucoup aussi. Pour le côté, il a un côté très entertainer. L'humour anglais, il est hyper intelligent. Voilà, lui, il fait des choses très approfondies, recherchées, etc. Il a un accent british à fond et il est capable de faire de la poésie. Tous les disclaimers, que ce n'est pas du... Ben, je ne vous l'ai pas fait le disclaimer, donc je vous le fais. Tout ce que j'ai dit, c'est pour seulement l'éducation et je vous parle de point de vue uniquement personnel et rien de ce que j'ai dit n'est un conseil d'investissement. Je ne suis pas un investisseur, une personne qui est habilitée à dispenser des conseils d'investissement. Je n'ai pas cette profession, je n'ai pas cette qualification. Donc, aucune chose de ce que j'ai dit ne peut être considérée comme un conseil d'investissement et un conseil financier. Voilà, donc c'est le disclaimer. Je le fais beaucoup moins bien que Coin Bureau, qui à chaque fois, en fait, c'est différent, c'est poétique, il est incroyable ce gars. Et avec son accent british, il a un côté showman qui est très impressionnant. En plus du côté intellectuel où il va vraiment dans la profondeur des sujets et des projets, quoi. Parfait, bah, je pense que c'est un bon départ pour approfondir le sujet. Donc, merci, je transfère tout ça à la communauté. Et comme je pense qu'il n'y a pas plus de questions, on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup pour le temps, pour les explications et puis merci aux apprenants. Je pense que c'était une session intéressante et un petit peu avec une approche différente, donc ça a dû compléter ce qu'on a vu jusqu'ici. Et voilà, merci beaucoup et j'espère à bientôt. Bah, j'espère. Merci. Merci à vous. Merci aux apprenants. Merci surtout à ceux qui ont posé des questions, du coup, que ça a pu voilà, m'orienter. Et puis, j'espère que ça va vous être utile, que ça va vous pousser non pas à attendre la vérité en fait d'une personne, mais à aller la chercher vous-même
croiser vos sources et prendre des risques mesurés et en même temps vraiment avoir la conscience de cette innovation en marche parce qu'elle est une des forces importantes en fait. C'est pas la seule force importante, mais c'est une des forces importantes qui vont changer la donne au niveau mondial dans les 10-20 prochaines années. Merci Leïla et À bientôt. merci Merci. tout Au le revoir tout le monde. monde. Merci, au revoir.